Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on tourne notre attention vers un indicateur qui est souvent ignoré en fait, ce qu'on pourrait vraiment appeler le baromètre oublié de la géopolitique et de l'économie mondiale. L'objectif de cette exploration, c'est de comprendre un phénomène assez incroyable, à savoir comment la relation entre le refuge monétaire ultime, l'or, et l'énergie reine, le pétrole, a irréversiblement muté au fil des décennies. Et surtout, ce que les récents conflits au Moyen-Orient nous apprennent sur l'avenir économique qui se dessine. Je suis ravie d'aborder ça avec toi aujourd'hui. Salut Evelyne, oui je suis vraiment ravi d'être là. C'est un sujet d'une profondeur assez rare pour le coup. Et pour le traiter, on s'appuie aujourd'hui sur une source unique, mais d'une richesse exceptionnelle. Il s'agit d'un article d'analyse financière et historique exhaustif, publié aujourd'hui même. Et d'ailleurs, son titre donne immédiatement le ton, c'est, je cite, «Le ratio hors pétrole, 55 ans de cycle, un conflit iranien et la fin d'une époque». Ok, décortiquons ça. Parce que, avant même de plonger dans l'histoire, il faut bien comprendre le concept de ce fameux ratio Or-Brent. Et honnêtement, c'est brillant de simplicité. En gros, il suffit de prendre le prix d'une once d'or et de le diviser par le prix d'un baril de pétrole Brent. Mais la vraie question, c'est pourquoi faire ça? Exactement, c'est la bonne question. Bah, l'idée, c'est d'éliminer complètement le bruit parasite qui est créé par l'inflation ou par les fluctuations du dollar américain. En divisant l'un par l'autre, on retire littéralement la monnaie de l'équation. On obtient une mesure pure, un affrontement direct entre la sécurité financière d'un côté et l'énergie physique de l'autre. C'est tout à fait ça. C'est un peu comme retirer un filtre déformant pour enfin voir la réalité des rapports de force mondiaux. Et pour bien saisir cette analyse, il faut regarder les données sur lesquelles l'auteur s'appuie. On ne parle pas du tout d'une petite tendance récente. L'article se base sur très exactement 2930 observations hebdomadaires. Ça s'étale sur 55 ans d'histoire, du 31 décembre 1971 au 6 mars 2026, et l'auteur utilise ce qu'il appelle la méthode des extrémas cycliques. Pour vulgariser un peu pour notre auditoire, ça veut dire qu'il a simplement cherché les pics les plus hauts et les creux les plus profonds pour dessiner des vagues historiques, c'est bien ça? C'est exactement le principe. Plutôt que de s'attarder sur les petites variations quotidiennes des marchés qui, au final, ne veulent pas dire grand-chose, il a identifié les sommets absolus et les effondrements majeurs. Et sur ces 55 ans, cette méthode a permis de dégager 10 cycles complets d'une régularité qui défie l'imagination. C'est une base de travail phénoménale pour comprendre les crises, qu'elles soient passées ou actuelles. C'est justement le point de départ de la première grande période décrite dans l'article, celle qui va de 1971 à 2001. C'est l'ère de la synchronisation. Pendant ces 30 premières années, l'or et le pétrole semblaient exécuter une danse parfaitement chorégraphiée. Une harmonie parfaite. Ouais. Le ratio oscillait entre des sommets clairs, où une once d'or achetait entre 27 et 42 barils, et des creux tout aussi nets, où cette même once n'achetait plus que 7 à 15 barils. Et ces mouvements de balancier, en fait, ils racontent littéralement l'histoire du monde. Prenons le fameux choc Nixon en 1971. Les États-Unis mettent fin à la convertibilité du dollar en or. Le fameux étalon or. Voilà. Et ça, c'est un séisme monétaire absolu. Dans la panique, l'or s'envole et le ratio explose à 42,6. Une seule once d'or permettait d'acheter presque 42 barils de pétrole. La peur dominait complètement les marchés. Mais cette domination de l'or ne dure pas indéfiniment. Très vite, la géopolitique physique reprend ses droits avec la guerre du Kippour en 1973. Et là, c'est le choc pétrolier. Les pays producteurs ferment les robinets, le prix du baril explose et le ratio subit la correction la plus violente de son histoire. Il perd près de 80% de sa valeur en un clin d'œil pour s'écraser à 8,6. L'or noir reprenait la couronne. Ce qui est fascinant ici, c'est la séquence qui suit, le cycle de 1976 à 1982. L'auteur insiste lourdement là-dessus, car c'est véritablement l'analogie clé pour comprendre ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui. Ah oui, l'histoire se répète. Absolument. Il faut se replonger dans l'atmosphère de la fin des années 70. L'inflation mondiale est complètement hors de contrôle. Puis survient la révolution iranienne en février 1979, suivie de la fameuse prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran. Le niveau de panique mondiale devait être indescriptible à ce moment-là. Comment les marchés réagissent-ils face à ça? C'était du jamais vu. Le pétrole, de son côté, réagit aussi et triple de valeur, mais comme l'or a couru beaucoup plus vite, le ratio grimpe jusqu'à 27,5. Sauf que cette mécanique finit par se briser contre un mur. Le mur des banques centrales. C'est ça. Paul Volcker, alors à la tête de la Réserve fédérale américaine, décide de tuer l'inflation coûte que coûte.
il monte les taux directeurs jusqu'à 20%. 20%. Il faut vraiment s'imaginer ce que ça représente aujourd'hui pour un crédit immobilier ou pour le financement des entreprises. C'est un remède de cheval qui étouffe littéralement toute l'économie. C'est d'une brutalité inouïe. Et le résultat est immédiat. L'or s'effondre face à ces taux exorbitants. En revanche, le pétrole reste très cher, maintenu à des niveaux extrêmement élevés par la guerre Iran-Irak qui détruit l'offre physique. Résultat des courses, le ratio chute brutalement à 9,2. On comprend que l'or anticipe toujours l'instabilité en réagissant très vite à l'angoisse ambiante, tandis que le pétrole traduit cette instabilité en un véritable choc d'offre physique, mais avec un certain décalage dans le temps. C'est ce déphasage de rythme entre la peur monétaire et la réalité énergétique qui crée ces vagues, cette oscillation cyclique du ratio dont parle l'article. Une danse parfaite, en effet. Mais l'auteur pointe un changement fondamental à partir de l'année 2001. La mécanique de précision s'enraye. Quelque chose se brise silencieusement dans l'économie mondiale. Nous entrons dans ce que l'article nomme l'ère de la divergence, entre 2001 et 2022. Et le point d'orgue de cette rupture, le moment où le pétrole montre les muscles comme jamais auparavant, c'est l'année 2008. 2008 marque l'apogée absolue de l'or noir. Pour bien le comprendre, il faut regarder vers l'Est. C'est la période qui suit l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Le pays se transforme en usine du monde, construit des mégapoles entières, prépare les Jeux olympiques de Pékin. Une croissance folle. L'appétit énergétique chinois est tout simplement insatiable à ce moment-là. Cette demande colossale propulse le baril de Brent à 134 $. Le ratio tombe alors à 6,4. C'est incroyable. Une once d'or ne permettait plus d'acheter que 6,4 malheureux barils de pétrole. C'est le record absolu en faveur du pétrole. Et selon l'article, c'est un niveau de domination que l'énergie fossile ne retrouvera probablement jamais. C'est la thèse centrale de cette période, oui. Car après ce choc de 2008, la dynamique se met à changer de manière presque invisible au début. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si l'on observe attentivement la métrique cruciale de ce ratio lors des cycles suivants, on remarque une tendance très claire. Le fameux plancher, lors des creux, ne cesse de monter. Pour utiliser une image, c'est un peu comme regarder un boxeur poids lourd qui, round après round, perd un peu de son endurance. Il frappe toujours fort, mais il s'épuise plus vite. On passe de ce plancher de 6,4 en 2008 à 10,7 en 2013, puis on remonte à 14,3 en 2018 et enfin à 15,3 en 2022. À chaque nouveau cycle, même quand le pétrole est au maximum de sa force géopolitique ou économique, il regagne de moins en moins de terrain face à l'or. Si l'on relie ça à une vision plus globale, l'explication devient évidente et elle repose sur deux forces opposées. D'un côté, pourquoi le pétrole s'affaiblit-il structurellement ? À partir de 2013-2018, nous assistons à la révolution du gaz et du pétrole de schiste américain. Ah oui, la fracturation hydraulique. C'est ça. Les États-Unis inondent le marché mondial de millions de barils. Le pétrole passe alors du statut de ressource rare, capable de mettre les nations à genoux, à celui de ressources abondantes. Il perd une grande partie de son pouvoir de chantage géopolitique. Et de l'autre côté de la balance, que fait l'or pendant que le pétrole se banalise ? L'or entame une remonétisation silencieuse mais extraordinairement puissante. Les grandes banques centrales des pays émergents, sentant le vent tourner sur la géopolitique mondiale, commencent à accumuler des lingots massivement pour se protéger des secousses futures. Et cette lente divergence accouche d'ailleurs de situations totalement absurdes. On pense tous au sommet causé par la pandémie de Covid-19. Il faut se rappeler l'ambiance d'avril 2020. Les routes sont désertes, les avions sont cloués au sol, l'économie mondiale est en arrêt cardiaque. À ce moment précis, le ratio explose à 80,7. L'or grimpe à 1 729 $ par peur de l'effondrement, pendant que le pétrole, dont plus personne ne veut, s'effondre autour de 21 $ le baril. C'est un extrême absolu, c'est vrai. Mais la vraie leçon de cette période de divergence, ce n'est pas le pic du Covid. C'est ce qui se passe après. Quand l'économie repart, et surtout quand la guerre en Ukraine éclate en 2022, provoquant une crise énergétique majeure qui propulse le baril à 122 $, on s'attendrait logiquement à voir le ratio s'effondrer à nouveau vers ses plus bas historiques, autour de 7. Mais ça n'arrive pas. Malgré ce choc énergétique colossal, le ratio ne redescend qu'à 15,3. C'est la preuve définitive que l'ancien monde, celui où l'or et le pétrole dansaient d'égal à égal, est mort et enterré. Le plancher s'est durablement élevé. Ce qui nous amène inévitablement à la troisième ère, c'est l'ère de l'extrême,
qui s'étend de 2022 à 2026, et le crash monumental qui se déroule en ce moment même. Cette période récente est marquée par une nouvelle montée vertigineuse. Entre juin 2022 et janvier 2026, le ratio ne se contente pas de monter, il explose de 393%. 393%. C'est colossal. Les deux mêmes forces que nous avons évoquées s'accélèrent à l'extrême. D'un côté, l'or se transforme ouvertement en arme géopolitique. Suite au gel des avoirs russes, le mouvement de dédollarisation mené par les BRICS passe à la vitesse supérieure. Les banques centrales achètent plus de 1000 tonnes d'or par an. C'est un rythme frénétique. Et pendant que l'or touche les étoiles, le pétrole s'enfonce. Le baril de Brent tombe à 66 $, lourdement plombé par la transition énergétique et l'adoption massive des voitures électriques, un phénomène particulièrement visible en Chine d'ailleurs. Conséquence mathématique de cette double dynamique, le ratio s'envole et atteint 75,5. Une once d'or achète 75 barils. Puis vient le basculement. Le choc de cet hiver 2026. Tout s'enchaîne à une vitesse folle. Le 30 janvier 2026, la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale américaine provoque un premier séisme. Considéré comme un faucon monétaire très strict, son arrivée déclenche un crash immédiat de l'or qui perd 11,4% en une seule séance. Et c'est précisément à ce stade de notre exploration qu'il est impératif de faire une pause. Nous allons aborder les événements récents du mois de février 2026. Pour toute personne qui écoute ce décryptage, il est crucial de bien comprendre notre démarche. Lors de l'évocation des frappes militaires menées par les États-Unis et Israël sur le territoire iranien, ainsi que des ripostes balistiques iraniennes qui ont suivi, notre position est d'une neutralité et d'une objectivité absolue. Il n'y a dans cette discussion aucune prise de position politique, idéologique ou partisane de notre part, ni de la part de l'article source. Non, aucune. C'est une précision essentielle pour la clarté de l'analyse. Merci de l'avoir faite. Du point de vue purement financier et logistique, le marché ne regarde qu'une seule chose face à cette escalade, le détroit d'Ormuz. C'est l'artère jugulaire du marché de l'énergie. Par là, transitent environ 14 millions de barils par jour. Face à la menace pesant sur ce goulot d'étranglement, l'impact a été immédiat et violent. Le Brent a bondi à 93 $ en quelques semaines à peine, poussé par la prime de risque géopolitique. Et comment se comporte l'or face à cette escalade de tension ? De manière assez étonnante, l'or n'a progressé que timidement. Le résultat sur notre fameux baromètre est sans appel. Le ratio s'est effondré. Il est passé de son pic de 75,5 à 55,5 en à peine 6 semaines. Quand on regarde ces chiffres, c'est vertigineux de voir l'histoire bégayer à ce poids. Comme le souligne très bien l'article, la configuration économique et géopolitique de 1979 est en train de se répéter sous nos yeux avec des mécanismes de marché étrangement similaires. La peur précède et le choc d'offre suit. Alors face à ce crash en cours du ratio, la question centrale abordée dans la 4e partie de l'article est évidente. Vers quoi se dirige-t-on à court et moyen terme ? Pour y répondre, l'auteur propose une projection cyclique basée sur l'histoire. Historiquement, quand ce ratio entame une correction depuis un sommet, la baisse médiane constatée sur les 55 dernières années est de l'ordre de 67%. Si on l'applique bêtement, cette médiane historique, au sommet récent de 75,5, cela nous donnerait une cible théorique autour de 30 d'ici 2 à 3 ans. Un ratio à 30, cela signifie qu'une once d'or achèterait 30 barils. Mais comment peut-on arriver mathématiquement à un tel résultat dans le contexte actuel ? L'auteur dessine 3 scénarios distincts, c'est bien ça ? Tout à fait. Le premier scénario, auquel l'auteur accorde une probabilité de 20%, serait la répétition totale du chaos de 1980. Le détroit d'Ormuz est physiquement fermé ou rendu impraticable. C'est la panique énergétique mondiale. L'or, perçu comme le seul abri, s'envole à 10 000 $ l'once. Mais le choc d'offre sur le pétrole est tel que le Brent est propulsé à 333 $ le baril. 10 000 divisé par 333, le ratio tombe bien à 30. Un scénario catastrophe donc, mais heureusement minoritaire. Et le deuxième ? Le deuxième scénario est le scénario central, évalué à 50% de probabilité. C'est celui d'une crise structurelle prolongée. Les tensions se maintiennent au Moyen-Orient, mais sans fermeture totale des routes maritimes. Le chaos est évité de justesse. La tendance lourde de remonétisation continue de pousser l'or vers les 7 000 $, tandis que la prime de risque de guerre installe durablement le Brent autour de 233 $. Là encore, le ratio atterrit doucement vers 30. D'accord. Et le troisième et dernier scénario ? Avec 30% de probabilité,
C'est le scénario d'une résolution rapide combinée à une correction sévère de l'or. En parallèle, la Réserve fédérale remonte massivement ses taux pour calmer l'économie, brisant la dynamique haussière de l'or qui retombe à 4 000 $. Le Brent, conservant tout de même une petite prime liée à l'instabilité régionale, se stabilise à 133 $. Le ratio se rééquilibre ainsi par le bas, toujours autour de 30. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement? C'est fascinant de comprendre la théorie des cycles et la géopolitique, mais l'article va beaucoup plus loin en livrant des recommandations très pratiques. Pour toute personne qui gère un portefeuille d'investissement et qui cherche à s'adapter à cette conjoncture, quel est l'enseignement principal? L'enseignement majeur de la source, c'est que malgré la récente flambée du prix du baril à 93 $, le pétrole reste historiquement sous-évalué par rapport à l'or, du moins au vu du ratio actuel de 55,5. La correction du ratio a commencé, mais elle est très loin de sa médiane historique. Et comment traduit-on cette information en action? L'auteur conseille d'abord de conserver une allocation en or de l'ordre de 10 à 15% dans un portefeuille diversifié. Pourquoi? Parce que la tendance de fond liée à la dédollarisation reste haussière. Cependant, il met un point d'alerte très clair. Ce n'est pas le moment de se ruer pour acheter massivement de l'or au sommet actuel. Le risque de correction à court terme est bien réel. Et pour le pétrole, vu qu'il est jugé sous-évalué relativement à l'or en ce moment. L'auteur suggère d'ajouter tactiquement 3 à 5% d'exposition au pétrole. C'est l'actif qui a le plus grand potentiel de rattrapage relatif dans les mois à venir. Et pour se positionner de manière intelligente, il recommande l'utilisation d'ETF. Faisons juste une petite parenthèse pour bien clarifier ce terme pour notre auditoire. Un ETF, c'est simplement un fonds d'investissement qui se négocie en bourse comme une action classique et qui réplique la performance d'un panier d'actifs, comme ici le cours du Brent. Ça évite d'avoir besoin d'acheter des barils physiques à stocker dans son jardin. C'est exactement l'idée. On peut utiliser des ETF adossés au pétrole ou bien investir dans des actions de grandes majors pétrolières européennes qui versent de bons dividendes. Et la stratégie clé recommandée pour entrer sur ces marchés volatiles, c'est le DCA. Ça permet de lisser le prix d'achat moyen et de réduire considérablement l'impact psychologique de la volatilité. C'est la meilleure défense contre l'incertitude. Dernier point technique d'une importance capitale, à savoir le risque de change. Il est impératif de prendre en compte l'évolution de la parité entre l'euro et le dollar américain. Pourquoi est-ce si critique pour un investisseur de la zone euro? Parce que le pétrole et l'or sont cotés en dollars sur les marchés internationaux. La valeur de la devise américaine agit donc comme un multiplicateur ou un diviseur silencieux. Si le dollar baisse face à l'euro, les gains réalisés sur le pétrole ou l'or peuvent être mécaniquement gommés une fois convertis en monnaie locale. C'est un paramètre invisible à l'œil nu, mais redoutable pour le rendement final. C'est vraiment le genre de détail technique qui fait toute la différence entre un bon et un mauvais calcul. Cela soulève une question importante en guise de conclusion globale. Lorsqu'on prend le temps d'observer ces 55 années de données, le message délivré par le ratio or-Brent est d'une grande limpidité. Sur le temps long, on s'aperçoit que la confiance dans la monnaie fiduciaire, la monnaie papier créée par les banques centrales, s'érode beaucoup plus vite que ne baisse la demande mondiale d'énergie. C'est le grand enseignement macroéconomique de cet article finalement. Oui. Ce baromètre annonce très clairement une tempête géopolitique à court terme, ce qui explique le rattrapage soudain et violent du pétrole que nous vivons en cet hiver 2026. Mais si l'on regarde plus loin, il annonce surtout un changement climatique financier majeur et irréversible. À long terme, l'or est en train de reprendre sa place de valeur refuge primordiale et millénaire face à un pétrole qui, lui, est engagé dans une perte de vitesse structurelle inéluctable due à la transition technologique. Et cette dynamique de très long terme donne littéralement le vertige. Au fond, elle appelle une réflexion finale un peu provocatrice pour clore cette exploration. Puisque le ratio ne cesse de démontrer décennie après décennie que l'or permet d'acheter toujours plus de pétrole à cause de la dépréciation monétaire combinée à la transition énergétique en cours, avec l'essor fulgurant des véhicules électriques, une question inédite s'impose pour l'avenir. Que se passera-t-il le jour où cette transition sera totalement achevée ? Le jour lointain, mais certain, où le pétrole perdra définitivement son statut de commodité indispensable à la survie du système mondial. L'or devra-t-il alors se trouver un tout nouveau rival physique, un nouveau point de comparaison pour mesurer sa véritable valeur dans un monde post-carbone ? Est-ce que ce nouveau maître étalon sera l'uranium, indispensable à l'électrification massive ? Sera-ce le cuivre, le métal critique de la transition ? Ou peut-être même une ressource vitale comme l'eau potable ?
À moins que l'or, le grand refuge millénaire, ne finisse pour la première fois dans l'histoire moderne par régner de manière totalement solitaire sur le concept même de valeur. Il y a là matière à repenser entièrement nos certitudes économiques. Un grand merci pour cette analyse en profondeur et à très bientôt pour une nouvelle exploration.